Hello and welcome to another episode of India and Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, l'ambassadeur Alistair Crooke. L'ambassadeur Crooke est un ancien diplomate britannique avec des décennies d'expérience dans les affaires internationales et la médiation de conflits. Il est le fondateur et directeur de Conflicts Forum, une organisation dédiée à repenser la politique étrangère occidentale en Asie de l'Ouest. Ambassadeur Crooke, bienvenue dans India and Global Left. J'attendais vraiment avec impatience de réaliser cette interview. I've been really looking forward to have this interview. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne m'appelez pas ambassadeur. Je ne suis plus l'envoyé de qui que ce soit. Je ne suis qu'un simple citoyen. Donc, cela semble un peu exagéré de m'appeler ambassadeur. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bien sûr, oui, cela a du sens. Je voulais commencer par les négociations diplomatiques en cours avec la Russie, et ma question précise pour vous est la suivante. Il semble y avoir deux opinions sur ces négociations. L'une d'elles, pour simplifier, est une lecture optimiste. Et l'argument est que, étant donné que la politique étrangère occidentale envers la Russie est principalement contrôlée par Washington, et qu'il semble y avoir un changement là-bas, on peut s'attendre à quelque chose de positif de ces négociations. Voilà pour un côté. L'autre côté, diamétralement opposé, est plutôt pessimiste. Il est dit que sur les deux questions clés, les arrangements de sécurité en Eurasie et la question territoriale, il subsiste d'importantes divergences entre les deux parties. La Russie est très claire. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, ils doivent inclure la Russie et la Chine aux côtés de l'Occident, ce que l'Ukraine a toujours refusé. Et sur la question territoriale, la Russie affirme qu'au minimum, l'Ukraine devrait céder Donetsk et Luhansk, avec un gel possible des positions à Zaporizhia et Kherson, tandis que l'Ukraine et l'Europe s'y opposent. Quelle est votre analyse de ces négociations? Combien de temps pensez-vous que ce conflit va durer? Eh bien, ma lecture est assez différente de celle que vous venez de présenter. Et vous savez, je pense qu'il y a toujours ce qu'on pourrait appeler la politique intérieure et la politique extérieure. Et je pense que même si cela est souvent formulé sous des formes stratégiques et rationnelles, de plus en plus, et je dis cela parce que, vous savez, j'ai servi dans de nombreux endroits, je ne suis pas sûr qu'elle soit adéquate, certainement pas suffisante pour comprendre, par exemple, un pays comme Israël aujourd'hui, car il n'est plus, vous savez, réceptif à cette approche rationnelle, en grande partie laïque, de la politique. Nous sommes confrontés à quelque chose d'essentiellement eschatologique. Et il y a aussi un certain degré d'eschatologie aux États-Unis. Donc je veux dire, il faut être très prudent. Donc ce que je dirais, c'est, que se passe-t-il avec les discussions avec la Russie? Il faut le comprendre. Il y a deux dimensions dont on parle à peine. Vous n'avez mentionné aucun de ces deux sujets qui me semblent pourtant vraiment cruciaux. Tout d'abord, pourquoi Trump est-il allé en Alaska? Je pense qu'une des principales raisons, c'est que Trump subit une énorme pression en interne. Il y a le scandale Epstein qui est toujours en cours et ne disparaît pas. Cela le frustre énormément. Même la semaine dernière, la situation s'est aggravée pour lui parce que la semaine précédente, un livre est sorti en Grande-Bretagne sur le prince Andrew. Et bien sûr, il a établi un lien pas d'une manière illégale, mais il a associé Trump et Epstein comme amis dans ce contexte, comme des amis constants. Ils ont été amis.
Ils sont amis depuis au moins 10 ans. Ils habitaient à 2 kilomètres l'un de l'autre en Floride, donc ils se voyaient tout le temps. Meilleurs amis, vraiment inséparables. Donc c'est un vrai problème pour lui avec sa base MAGA. La base MAGA, ils peuvent tolérer beaucoup de choses. Ils savent que les politiciens mentent. Ils savent que les politiciens vont faire des compromis, dire des choses qu'ils n'ont pas l'intention de faire. Ils savent qu'ils volent et vraiment qu'ils s'enrichissent eux-mêmes et ils peuvent supporter ça. Mais agresser de jeunes enfants, vous savez, c'est une communauté composée en grande partie de pratiquants et de conservateurs. Je veux dire, des valeurs familiales conservatrices. Pour beaucoup de membres de la base MAGA, c'est tout simplement inacceptable. Beyond the pale for many of the MAGAs. And so, Epstein is not something they can just... Donc, vous savez, l'affaire Epstein n'est pas quelque chose dont on peut simplement se détourner en disant que c'est juste la politique habituelle de la corruption américaine. Non, il s'agit d'un autre type de corruption. Voilà donc l'une des pressions. La deuxième pression, c'est que sa coalition, dès le départ, il a remporté l'élection, parce qu'il s'agit d'une coalition de partisans d'Israël, et plus important encore que les partisans d'Israël peut-être, ce sont les oligarques israéliens ou juifs qui lui ont fait d'importants dons, comme la famille Adelson, et ainsi de suite. C'est l'autre aspect. Et lui-même est essentiellement un fervent soutien d'Israël, de par ses liens familiaux et tout cela. Il y a donc ces deux factions légèrement inconciliables au sein de son parti. Et puis, par-dessus tout cela, maintenant, n'entrons pas trop dans ce qu'est l'état profond, car c'est une chose complexe et en quelque sorte mouvante. Mais si vous voulez, si vous l'appelez les structures de sécurité permanente des États-Unis, elles possèdent des architectures très très profondes. Et certaines de ces architectures sont des choses qu'ils n'aiment pas voir remises en question. Même les candidats à la présidence ne peuvent pas toucher, par exemple, à l'un des fondements, le soutien bipartisan à Israël, le soutien à Israël venant des deux partis. Et Trump a dans une certaine mesure rompu avec cela. Mais les membres de l'État profond ont une très très longue histoire avec la Russie. Beaucoup d'entre eux sont russophobes. Beaucoup de néoconservateurs étaient à l'origine des trotskistes et gardent des rancunes liées à ce qui s'est passé avec Staline, ou même des rancunes remontant à la formation de la zone de résidence sous Catherine, à cette époque-là. Il y a donc une dynamique très forte. Maintenant, ils répètent la même chose depuis tant d'années. Ils disent, vous savez, l'OTAN est forte, la Russie est faible. L'OTAN est forte, la Russie est faible. Ils continuent à le dire, encore et encore, et certains d'entre eux ont fini par le croire eux-mêmes sans vraiment comprendre que cela ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est devenu tellement ancré dans cette sorte d'architecture profonde de nombreux Américains qu'ils ne peuvent pas s'en détacher. Nous l'avons vu avec Trump et son conseiller, le général Kellogg, typique de ce genre de structure. Non, il doit y avoir un cessez-le-feu. La seule chose à faire avec la Russie, c'est plus de pression. Toujours plus de pression. Et alors Poutine, qui est faible, finira par concéder une défaite de la Russie face à l'Amérique, et l'Amérique l'emportera à la fin. Donc, toutes ces pressions pèsent sur Trump. Mais je pense que la principale était, et cela vient de quelqu'un qui a parlé à certains des proches de la Maison-Blanche, il a écrit 4 livres sur Trump. Je parle de Michael Wolff. Il disait que la semaine précédente, il avait parlé à certains de ses contacts. Je veux dire, vous savez, Trump ne l'apprécie pas particulièrement, il ne lui parle pas directement. Mais cet homme parle à beaucoup de gens autour de Trump. Et les gens là-bas disaient que Trump demandait « Comment puis-je m'en sortir ? Comment puis-je m'en sortir à partir de tel moment ?» Ça ne s'apaise tout simplement pas. Et ça ne s'arrête pas, ça continue encore et encore. Et comment puis-je m'en sortir face au Sénat qui me met la pression
pour imposer des sanctions à la Russie, à l'Inde et à la Chine. Comment puis-je me sortir de tout ça? Et il a dit à l'équipe, je veux une grande idée, une idée forte. Je veux quelque chose de marquant, qui fasse la une, quelque chose d'énorme qui attire l'attention de tout le monde. La une. Et ils ont d'abord proposé de déployer l'armée à Washington. Eh bien, cela s'est produit, mais ça n'a pas vraiment, vous savez, bouleversé le monde. Mais à un moment donné, et il y avait déjà des discussions en cours via la Biélorussie avec les Russes, mais à un moment il a dit à Witkoff, va en Russie et demande une rencontre. Et pour être très clair, ce n'est pas Poutine qui a demandé cette rencontre. C'est Trump et Witkoff qui ont demandé la réunion. Et voici le titre, Trump avec Poutine et sur le sol américain. Je veux dire, vous savez, le plan X est oublié pour le moment. Le Sénat avait été empêché d'imposer des sanctions à la Russie parce que ces sanctions étaient destinées à empêcher, c'était une manœuvre. Ces sanctions visaient à empêcher toute normalisation. Parce que nous savons tous que les sanctions américaines ne disparaissent jamais. Elles restent pour toujours. Ce sont des sanctions éternelles. Donc imposer toutes ces sanctions supplémentaires faisait partie d'une tentative de prendre le contrôle du Parti républicain ou de réduire l'influence de Trump sur le Parti républicain, de la part de l'ancienne élite du parti, les républicains durs, McConnell et Lindsey Graham, des gens comme ça. Et donc il y est allé. Mais ce que l'on oublie souvent dans tout cela, c'est que ce qui fait réellement n'est pas tant un revirement de politique étrangère. Ce n'est pas un revirement de Trump. Trump, pour être clair, rien n'a changé. Trump est pro-israélien. Trump croit en l'hégémonie américaine. Même si aujourd'hui il s'agit davantage d'une hégémonie financière basée sur le dollar que d'une hégémonie purement militaire. Il y croit et il pense que c'est vital et nécessaire. Mais il devait sauver sa base. Il s'agit essentiellement de sauver sa base, l'équipe MAGA, parce qu'il commençait à dire « écoutez, écoutez ». Vous savez, on pensait que Trump était l'un des nôtres. On pensait qu'il était avec nous. Je pensais qu'il était MAGA, qui comprenait le MAGA. Maintenant, on se demande s'il fait partie des autres. Vous savez, est-ce qu'il est là-bas? Et s'ils lui sont vraiment fidèles, et aussi à cause de son soutien à Netanyahou et à Israël, il a totalement échoué. Je veux dire, il est piégé sur la question d'Israël. Il fait ce qu'on lui dit de faire concernant Israël. Et à bien des égards, il a beaucoup moins de marge de manœuvre que toutes ces analyses stratégiques ne le supposent, que Trump aurait l'autonomie d'agir politiquement. Ce n'est pas le cas, pas plus qu'aucun premier ministre ou président n'a vraiment autant d'autonomie. C'est, vous savez, en quelque sorte un mythe. Donc il doit s'occuper de la base MAGA, parce qu'il n'y a pas que la base MAGA, ce sont aussi les jeunes Américains en général. Vous savez les images qui viennent de Gaza, des enfants morts, des enfants affamés. Je veux dire, cela a vraiment été le cas pour beaucoup de jeunes. Je parle de leur tranche d'âge jusqu'à environ 35 ans. Les plus de 50 ans restent encore bloqués sur le film Exodus et, vous savez, restent pro-israéliens. Mais les plus jeunes ont vu ces images et ils n'aiment pas ça non plus. Et vous savez, ils disent, eh bien, Monsieur Trump, n'était-ce pas censé être America First? Ou alors sommes-nous maintenant Israel First? Lequel est-ce? Donc, il y a du travail à faire au niveau de la politique intérieure. Laissons pour l'instant de côté la grande image des intérêts stratégiques, de l'état profond et la nature de tout cela, même si j'y reviendrai. Donc, il y est allé, selon moi, essentiellement pour essayer de gérer cela, pour faire un gros titre, une distraction autant qu'autre chose. Mais ce qu'il a fait là-bas a été vraiment significatif à mon avis, très significatif. Ce n'était pas un plan de paix. Ce n'était pas, vous savez, une sorte de feuille de route pour parvenir à la paix ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une construction intellectuelle très simple.
dans laquelle il a opéré trois changements importants. Il a dit tout d'abord que le conflit gelé de Kellogg, ce n'est plus fini, terminé, conflit gelé, c'est fini. Nous allons passer à la proposition de paix de Poutine. Et nous allons oublier les sanctions, les tarifs douaniers, du moins pour l'instant. Voilà, c'était un vrai changement de cap, si vous voulez. En un sens, c'était un changement inévitable, parce que ce qu'il disait, c'est que vous savez, Poutine il va amener les Européens, et il va amener tout le monde, à devoir accepter l'issue d'une solution politique imposée. La vérité, c'est qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Je veux dire, malgré tout ce que les Européens peuvent dire, ils n'ont pas d'autre solution que de poursuivre la guerre, de la geler et de continuer avec plus d'armes. Ce n'est pas du tout une solution. Donc c'était un changement. Mais la deuxième chose, et c'était encore une fois très important, c'était le symbole. Je veux dire, combien de fois avez-vous vu Trump accueillir quelqu'un sur le tarmac à la descente de l'avion, sur un tapis rouge, et ils se sont salués de manière très amicale, respectueuse et courtoise. Leur langage corporel était très positif. Et c'était une image qu'on ne peut pas sous-estimer, négliger ou effacer. C'est là. Et cela brise le cordon sanitaire que l'Occident, en particulier les Européens, ont imposé toutes ces années à la Russie. La Russie n'était pas considérée comme un État stratégique sérieux, c'était une opération criminelle, peu importe ce qu'on voulait en dire. Mais, je veux dire, le langage utilisé a vraiment été assez répugnant. Et vous savez, à chaque fois que la Russie apparaît, au G7, au G20 ou autre, tous les Européens se lèvent et, avec une certaine vertu, font un point d'honneur à partir et à ne jamais serrer la main de Lavrov ou quelque chose du genre. Je veux dire, c'est vraiment puéril, mais c'est fini. Et c'est Trump qui a mis fin. C'est ainsi qu'il a procédé. J'irai même plus loin en disant que ce qui m'a aussi frappé, j'en ai parlé sur mon Substack, c'est une sorte de qualité. Une qualité de, vous savez, que Trump est devenu en un sens une sorte de personnage mythique. Il est devenu plus grand que nature. On lui a tout lancé, et pourtant il s'en sort et continue d'avancer vers son destin, quel qu'il soit, tragique ou non. Mais, vous savez, il est devenu, et Witkoff y fait souvent référence dans son travail, vous savez, Trump a cette conviction profonde qu'il a vraiment un impact sur les gens. Il peut amener les gens à faire des choses simplement par sa présence imposante. Pas par la pression, mais par sa présence et une sorte de force intérieure. Enfin, pas de la maîtrise de soi, il n'a pas ça, mais une sorte de force intérieure. Il peut amener les gens à faire cela. Mais ce qui était vraiment frappant, et encore une fois, comme je le dis, le symbolisme, le deuxième aspect qui est inoubliable et dont on parlera encore pendant des années, c'était l'image du traitement réservé aux Européens. On voyait tout le panthéon des dirigeants européens assis dehors, dans le couloir, sur leurs petites chaises, comme ça, attendant que le directeur les laisse entrer pendant qu'il passait un coup de fil. Et puis, une fois à l'intérieur, il les a vraiment traités comme des enfants. C'était la fin de la prétention de l'Europe, celle d'être une sorte de grand acteur politique sur la scène internationale. Ils sont ressortis comme de simples vassaux de la Maison-Blanche, recevant leurs instructions, assis dans un couloir. D'accord, vous pouvez entrer maintenant, vous sortez maintenant, vous pouvez gérer ça. Mais comparez cela, quand vous retournerez en Alaska, regardez à nouveau la vidéo. Qui avait une présence dominante? Qui avait de la prestance? Qui avait de la présence à Adélaïde? Plus que quiconque, c'était Poutine qui avait de la présence. Et c'était vraiment frappant. Je veux dire, pensez aux Européens le lendemain. Mais qui a mené la conférence de presse? Ce n'était pas Trump, comme il l'aurait normalement fait. C'était Poutine, et il l'a fait avec sang-froid. Il a agi d'une manière calme et autoritaire.
Les effets de cela vont se répercuter dans la politique de façon invisible pour l'avenir. Politics in unseen ways for the future. So what came out of it were these things, if you like. Voici ce qui en est ressorti. La fin de cette idée de geler et faire pression qui venait du général Kellogg, et l'idée que Moscou, ce qui conviendrait d'ailleurs aux intérêts de Washington, laisse la Russie imposer l'issue par des moyens militaires, puis qu'ils devront négocier et trouver un règlement final. Et cela se fera probablement sur la base de la déclaration d'Istanbul d'avril 2022. C'était en quelque sorte un précurseur. La déclaration d'Istanbul, qui constituait, si l'on veut, une base possible pour un accord politique entre l'Ukraine et la Russie, et qui abordait des questions comme les garanties de sécurité et tous ces aspects. Mais je ne pense pas que cela ait été discuté. En fait, je suis presque certain que non. Vous savez, Trump n'est pas quelqu'un qui s'attarde sur les détails. All of that, Trump is not a detail person. He doesn't go into that. In fact, Il n'aborde pas ce sujet. he doesn't prepare. En fait, comme tu le sais, et comme je le sais, il ne se prépare pas pour ce genre de choses. Quelqu'un qui était présent à l'époque a dit qu'à Helsinki, lorsqu'il s'y est rendu, il a refusé de faire la moindre préparation. Il se prépare tout simplement pas. Donc toute personne qui cherche une sorte de plan directeur ou de feuille de route pour la suite et la façon dont tout cela va se développer, à mon avis, se trompe. Et tu sais, une partie de l'accord, je pense qu'une partie de l'accord était « D'accord, Monsieur Poutine, vous ramenez les Européens à la raison, vous ramenez Zelensky à la raison par la force, d'abord, pour pouvoir ensuite terminer ce qui s'est passé à Istanbul en 2022. Et moi, j'essaierai de gérer les Européens et les autres personnes qui vont m'attaquer. » Et je vais le faire. Et je veux dire, je ne pense pas que ça a été dit explicitement, mais je crois que c'était assez clair. Vous savez, je suis plutôt doué pour faire du bruit. Et vous savez, je vais remplir l'espace médiatique de bruit, parfois contradictoire, parfois dans tous les sens. Une chose un jour, une autre chose un autre jour. De sorte que les Européens, vous savez, ne sachent vraiment plus ce qu'ils font et restent dans un état de confusion pendant que vous avancez sur le terrain avec Pokrovsk et l'autre, si vous voulez, ligne de front, la citadelle qui tient là-bas. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, et je pense que c'est très important. Vous avez mentionné que tous ces analystes qui élaborent des plans partent du principe que Trump est bien plus indépendant que ce que vous suggérez. Et deux grandes forces pertinentes que vous avez évoquées sont la base MAGA, qui est agitée à la fois à cause de l'affaire Epstein et aussi par leur dégoût face à ce qui se passe en Palestine. Mais de l'autre côté, il y a tout le complexe militaro-industriel et l'État profond. Donc, compte tenu de votre expérience dans le renseignement, la sécurité, etc., pourriez-vous nous dire un peu ce que vous pensez de l'équilibre des pouvoirs entre le président des États-Unis et l'ensemble du complexe militaro-industriel et de l'appareil de renseignement? Je pose aussi cette question parce que j'ai récemment interviewé le chercheur Nikolai Petro et il a dit que le complexe militaro-industriel n'a peut-être pas nécessairement besoin d'une véritable guerre, car il a déjà obtenu des contrats jusqu'en 2029 ou 2030. Étant donné la capacité du président Trump à contraindre l'Europe à payer davantage pour le budget de l'OTAN, il pourrait être enclin à mettre fin à ce conflit. Si possible, pouvez-vous nous parler un peu de vos réflexions sur la relation entre le président des États-Unis et l'ensemble de l'appareil de l'État profond? D'accord, oui, je vous ai parlé de sa base et du fait que l'hégémonie financière devient de plus en plus importante. La situation budgétaire des États-Unis est littéralement au bord du gouffre et la question de la dette devient vraiment très proche d'un problème. Et il a créé une énorme sorte de bulle sur le marché, cette bulle technologique, cette bulle de l'IA,
qui est largement surévalué. Et il y a maintenant de forts signes indiquant qu'on pourrait être proche d'une forme de déflation. Donc cela préoccupe aussi tous ces facteurs séparés que vous avez mentionnés. Je pense qu'il a encore un peu de marge parce que ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'état profond est en quelque sorte divisé sur ce point. D'un côté, il y a les faucons de la Chine. Les faucons de la Chine croient très fermement. Ils ont été choqués par la rapidité avec laquelle la Chine se développe économiquement et sur le plan technologique. Ils considèrent que cette croissance a été régulière, mais ils pensent aussi qu'elle est sur le point de devenir exponentielle. On arrive juste au moment d'un décollage exponentiel, et à ce stade, il n'y aura plus grand-chose que l'Amérique pourra faire. Elle aura perdu sa primauté, elle aura perdu, si l'on veut, sa capacité de couverture. Par conséquent, ils insistent avec urgence en disant « Écoutez, si nous collaborons avec eux, nous n'avons pas l'équipement militaire. Il n'y a pas de stock d'armes militaires pour vraiment faire plus qu'un, pour se concentrer sur un seul conflit. » Et vous savez, en Ukraine, vous avez déjà perdu la guerre. Bien sûr, Kellogg ira à la télévision, et Jack Keane aussi, pour dire « Oh non, 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 la Russie est faible, elle est en train de perdre. » Mais vous savez, beaucoup d'entre eux n'y croient pas. Ils voient bien que la Russie est en train de gagner et qu'ils ont perdu la guerre. Alors ils disent « Allez, il faut qu'on se retire d'Ukraine. Trouvons une solution. Sortons de là. » Maintenant, je ne sais pas si c'est le facteur, je veux dire, je ne sais tout simplement pas qui dit ça à Trump. Mais il y a sans aucun doute des gens là-bas qui lui disent très probablement cela. Et ils disent aussi, il faut que tu te concentres sur la déstabilisation financière des BRICS. Vous avez tout cela. C'est important de le faire, d'essayer de détruire cela. Parce que la structure financière, je veux dire, nous sommes dans ce monde étrange où les tarifs douaniers, les tarifs de type choc et effroi, ont eu un effet boomerang. Cela n'a pas fonctionné, ça ne marche pas pour lui. Je veux dire, il peut dire qu'il y aura plus de tarifs, plus d'argent provenant des tarifs. Mais la réalité, c'est que seule une partie de cet argent sera réellement nouvelle. Une grande partie viendra en fait des Américains qui devront payer les nouveaux prix plus élevés parce qu'ils payent les tarifs. Donc, ça ne marche pas. Et nous l'avons constaté. Je veux dire, vous êtes en Inde, donc vous voyez particulièrement comment cela a provoqué une sorte de réaction négative. De plus, l'impact au rayonnement monétaire est tortant. Le marché obligataire est particulièrement délicat. Oui, le marché obligataire est très délicat parce qu'il y a eu moins de volonté d'acheter des bons du Trésor. Ils ont donc mis en place ce moyen artificiel de soutenir le Trésor afin d'essayer de permettre une baisse des taux d'intérêt. Ce sont les stablecoins, les memcoins, l'Ether, même la BRICS coin, toutes ces choses-là. Le stablecoin en particulier a suscité, vous savez, Bertrand et d'autres ont été très enthousiastes à ce sujet parce que, voyez-vous, toutes ces personnes obtiennent une monnaie numérique qui leur donne de la liberté. Et en même temps, avec une monnaie numérique, ils devaient auparavant acheter des bons du Trésor. Désormais, les détenteurs de la monnaie gardent une sorte de garantie, une liasse de bons du Trésor américain, des actions. Il s'agit davantage d'actifs financiers que de monnaie numérique. En fait, le terme monnaie numérique est quelque peu trompeur, car les gens pensent qu'il s'agit d'une alternative à la monnaie dans les échanges. Mais ce que nous constatons, c'est que ces actifs deviennent d'énormes actifs financiers, ce qui renforce également l'importance du dollar dans la mesure où ils en ont besoin, renforçant l'importance du dollar puisque tous ces actifs sont ensuite rattachés au système du dollar. Eh bien, cela a deux autres ramifications. Premièrement,
Il s'agit, je veux dire, d'une émission d'argent non réglementée, peu importe comment on l'appelle. Mais même si c'est de l'argent tokenisé, cela crée et attire de l'argent vers les États-Unis, ce qui risque d'augmenter l'inflation à long terme. Nous l'avons déjà constaté. Mais l'autre point que je voudrais soulever, c'est qu'on peut clairement voir avec ces tokens et ces stablecoins qu'ils ressemblent en réalité à une sorte de système de Ponzi. Car les gens arrivent et déposent un vrai dollar pour chaque token, et ceux qui les gèrent prennent cet argent et en tirent les intérêts en achetant des bons du trésor. Mais que se passe-t-il s'il y a un crash boursier ou quelque chose de ce genre? But what happens if there's a market crash or something like this, and people start getting scared and say, can we have... Et les gens commencent à avoir peur et demandent « Pouvons-nous récupérer nos dollars ?» C'est typiquement ce qui se passe. Vous savez, avec une chaîne de Ponzi, tout à coup tout le monde se demande « Sommes-nous vraiment sûrs que c'est sûr? Est-ce vraiment sûr ?» Et soudain, il y a un énorme mouvement de rachat de ces jetons contre du liquide. Ils doivent alors aller sur le marché de la dette, et commencer à vendre des obligations et des bons du trésor. Ensuite, la liquidité disparaît et vous vous retrouvez avec une grande crise financière sur les bras. Donc c'est l'autre dimension. Ce n'est pas tout à fait la même dimension que celle dont nous avons parlé plus tôt, mais c'en est une très pressante et très urgente, parce que pour Trump, la situation économique, je pense, est sa première priorité. Avant, vous savez, la politique étrangère, peut-être à égalité seulement avec l'Asie. Donc, c'est de la fragilité du système financier dont vous parliez. I am saying the whole